Je remercie d'abord, avant que le chrono se mette en marche, il est déjà en marche, donc je remercie rapidement le bureau de l'association des pédiatres de Fès de m'avoir invité pour leur excellent congrès comme d'habitude. Alors, on m'a confié le sujet suivant, qui est quand indiquer l'antibiotique chez l'enfant asthmatique. Tout d'abord, si on met à... Tout d'abord, à propos de l'asthme, comme vous le savez que rien que 300 millions d'asthmatiques adultes et enfants dans le monde, et la prévalence chez l'enfant, elle est en continuelle augmentation. C'est une maladie inflammatoire chronique des bronches et qui est caractérisée par des symptômes variables de respiration sifflante, de taux de sifflement. Donc, avec sensation d'oppression thoracique et un essoufflement. Donc, c'est des symptômes qui sont caractéristiques, qu'il faut bien identifier et définir. Elle reste une maladie qui est complexe parce qu'il y a une présentation qui est hétérogène avec plusieurs phénotypes. Mais cependant, la gestion de la maladie asthmatique est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la hantise d'avoir des épisodes aigus qui sont plus ou moins sévères, qui peuvent évoluer vers l'asthme mortel. Et surtout, pour la maladie asthmatique et une maladie inflammatoire chronique, il y a le risque de déclin de la fonction respiratoire et de remodelage. Donc, on n'a pas beaucoup de médicaments dans la prise en charge de l'asthme. On n'a que des bronchodilatateurs et des corticostéroïdes oraux qui semblent et qui ont donné beaucoup de bénéfices depuis très très longtemps, je dis presque 50 ans. Alors, les objectifs de GINA, Global Initiative for Asthma, c'est la grande société qui régit le management de l'asthme en se basant sur des données probantes, sur des études qui sont déjà publiées et donc qui les recommandent pour gérer de façon bien sûr réfléchie, professionnelle et surtout contextuelle. Et ceci, donc, avec objectif principal, c'est obtenir le meilleur contrôle possible des symptômes et garantir pour garder une activité normale chez l'asthmatique et surtout de réduire le risque d'exacerbation, d'altération de la fonction respiratoire et surtout également de faire attention aux effets indésirables et secondaires des médicaments. Cependant, comme j'ai dit, c'est une maladie qui est multifactorielle, qui implique des interactions entre une prédisposition génétique qui définit l'atopie et l'exposition à des facteurs environnementaux, notamment donc, les allergènes, les polluants, donc les irritants comme le tabac, et surtout les infections respiratoires des voies aériennes inférieures. Donc, quelle est de ce fait la place de l'antibiotique dans la prise en charge de l'asthme? Est-ce que sur les deux axes dont on a parlé, est-ce que dans les épisodes aigus, c'est-à-dire les exacerbations, ou bien au long cours dans la prise en charge de la maladie asthmatique pour avoir un contrôle optimal de la maladie. Ce n'est pas une maladie curable, on propose qu'une prise en charge symptomatique. Alors, on va aborder d'abord, donc je vous propose de parler de l'intérêt des antibiotiques dans l'exacerbation d'asthme. Ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui, mais ça date de très longtemps. Donc en 1932, quand Cook a avancé le concept d'asthme infectieux. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué l'association du pneumocoque, du streptocoque pneumonie et de l'hémophilie. Vous vous rappelez, il n'y avait pas le vaccin à l'époque, bien qu'il était responsable d'infections invasives quand on a des signes respiratoires, surtout dans les infections pulmonaires. Et puis, donc, on administrait systématiquement dans les exacerbations les antibiotiques. Alors, vers 1956, on a avancé également que les macrolides, on a commencé à comprendre que les macrolides ont une action anti-inflammatoire sur les bronches. Et on a pensé qu'on peut se passer c'est-à-dire de se passer des corticothérapies, de la corticothérapie systémique lors des exacerbations et les proposer. Donc, mais par la suite, vu dans les années 80, à la lumière de plusieurs études qui sont sorties à cette époque, notamment qu'on s'est rendu compte que dans la majorité des cas, les exacerbations sont associées aux infections virales. Et surtout, il y a des papiers et des travaux qui ont conclu que même l'utilisation aussi des antibiotiques chez l'enfant de moins d'un an augmente le risque d'asthme par la suite. Donc, on a commencé à réfléchir, à réduire, à revenir sur les surutilisations des antibiotiques
Mais de toute manière, depuis les années 2000, donc on a, avec une meilleure compréhension, je dirais, des mécanismes physiopathologiques de la maladie asthmatique qui est essentiellement inflammatoire, donc on a compris que la prise en charge repose essentiellement sur les corticothérapies inhalées, donc sur les corticoïdes, et on a commencé à militer de revenir sur la surutilisation des antibiotiques lors des exacerbations. Donc, toujours Gina, en tout cas, elle le rappelle depuis 2018 dans ses recommandations, dans ses rapports, jusqu'à ses dernières révisions en 2025, que les données probantes ne justifient pas l'utilisation des antibiotiques dans les exacerbations d'asthme, quelle que soit la sévérité, sauf quand on a des signes évidents d'infection pulmonaire, notamment des fièvres associées à une expectoration purulente ou des signes radiologiques de pneumonie. D'ailleurs, dans ces dernières révisions, donc pour la prise en charge des exacerbations, elle rappelle toujours qu'on a toujours évaluer la sévérité, donc donner les bronchodilatateurs à courte durée d'action en fonction du degré de la sévérité avec l'oxygénothérapie et tenir compte de la coloration de la peau et rajouter les corticoïdes quand on a systémique, quand on a une exacerbation modérée à sévère, et même donc associer les anticholinergiques, donc on a l'AMM chez l'enfant maintenant en alternative avec les SABA, mais surtout quand on a une exacerbation sévère, et la rajouter le sulfate de magnésium c'est-à-dire dès le début quand on a une exacerbation sévère aux urgences même. Auparavant, on les utilisait quand on transfère l'enfant en réa. Donc, pas d'antibiothérapie empirique, elle rappelle Gina à sa dernière révision en 2025 pour la gestion des exacerbations. Alors, nous savons tous que les exacerbations d'asthme sont responsables de morbidité, d'absentéisme scolaire, professionnel chez les plus grands, et surtout le risque de mortalité. Donc, est-ce que l'association systématique des antibiotiques au traitement standard va diminuer ces risques, notamment la sévérité de l'exacerbation, la durée de l'exacerbation, ou bien le risque de récidive de ces exacerbations et des épisodes aigus? Donc, de ce fait, je vous propose certaines études qui se sont penchées sur la question, notamment cette étude qui a abordé, c'est une étude prospective, dans 15 hôpitaux, en utilisant le test PCR et en cherchant bien sûr l'origine virale et les germes atypiques, le test classique. Et puis, les conclusions sorties, c'est qu'elles confirment que dans la majorité des cas, l'origine est virale, mais surtout qu'il n'y a pas de corrélation entre l'infection, qu'elle soit virale ou bactérienne, et la gravité et la sévérité des exacerbations. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les germes atypiques sont associés à une prolongation des symptômes d'asthme. Donc, ça ne justifie pas, en fait, l'association systématique des antibiotiques. Alors, une autre étude, pour rester dans le même contexte, si on s'est posé la question, si on administre les antibiotiques dès la première consultation, est-ce qu'il va réduire la durée des exacerbations aiguës? Là, on parle des exacerbations légères à modérées, celles qu'on voit dans les cabinets, dans les urgences pédiatriques, qui ne sont pas hospitalisées, restent en hôpital de jour, comparativement avec un traitement standard, avec ou et sans traitement antibiotiques chez les enfants moins de 12 ans. Donc, c'était une étude systématique, 30 traitements standards et antibiotiques, traitements standards sans antibiotiques. Alors, les résultats qui sortent, c'est que l'antibiothérapie empirique ne réduit pas significativement la durée des exacerbations d'asthme légères à modérées. C'est-à-dire on n'a pas à donner parce qu'ils viennent en ambulatoire pour raccourcir la durée. Donc, il faut chercher, comme l'a rappelé Gina, les signes probants qui sont en rapport avec une infection. Donc, en résumé, dans les exacerbations légères à modérées d'asthme, l'antibiothérapie empirique n'impacte pas la sévérité, ne réduit pas significativement la durée de l'épisode. Il y a un faible bénéfice pour associer l'antibiothérapie de façon systématique. Un cas classique, on voit, c'est un nourrisson de 26 mois qui est suivi pour asthme du nourrisson et qui est sous traitement de fond depuis l'âge de 13 mois, qui était bien contrôlé, et puis il était admis aux urgences il y a quelques semaines pour exacerbation modérée à sévère fébrile, et voilà sa radio.
Et voilà, ce sont ces bilans. Donc, c'est des enfants, bien sûr, légers à modérés. On l'a hospitalisé, vu la détresse qui ne s'améliorait pas. Et là, donc, c'est la numération, une hyperleucocytose à presque à 19 000 à PNN et un CRP à 78. Ça, c'est des enfants qui nécessitent même donc un traitement antibiothérapie par la suite. Mais on ne le donne pas de façon systématique. Alors, quelle est la place des antibiotiques dans les exacerbations sévères qui arrivent généralement en réanimation? Toutes les sociétés savantes, que ce soit de la médecine des urgences ou d'anesthésie de réanimation, des urgences, comment on les appelle, voilà, les sociétés de réanimation de langue française, la Société française de médecine des urgences, voilà, tous donc, ils restent dans le conditionnel, donc quand ils prennent en charge les exacerbations sévères, ils pourraient ajouter les antibiotiques si on a des signes d'infection. Donc c'est des recommandations. Alors, quel est l'intérêt maintenant? On a vu dans les exacerbations, maintenant on va voir dans le suivi du contrôle de l'asthme. Quel est l'intérêt des antibiotiques dans la prise en charge de la maladie asthmatique, donc pour chercher ce contrôle optimal? Alors, on rappelle les objectifs des traitements de fond donc de l'asthme. Toutes les sociétés savantes sont unanimes en leur tête, donc Gina. Ces objectifs, c'est la normalisation clinique des symptômes, l'absence des symptômes intercritiques diurnes et nocturnes, la prévention des exacerbations et la diminution de la prise des corticoïdes oraux, une bonne qualité de sommeil et le maintien d'une activité physique normale pour l'âge, mais surtout également, il faut qu'il n'y ait pas d'impact sur la croissance et le développement chez l'enfant, et là, il faut réduire la diminution des visites aux urgences. Donc, c'était donc ça les objectifs. Et pour garantir ça, donc la prise en charge de l'asthme chez l'enfant, donc elle est présentée de cette manière par Gina en fonction des paliers de sévérité qui est définie par la pression de charge, la pression thérapeutique nécessaire pour avoir un contrôle. C'est-à-dire, on peut avoir une charge thérapeutique élevée au palier 3, mais il est bien contrôlé. Pareil pour le palier 2. Donc, comme vous voyez, elle propose deux couloirs. Un couloir, le premier couloir, c'est pour, je ne sais pas, est-ce qu'il y a là le cutter? Non. Donc, il y a le couloir où il y a un traitement qui propose le traitement préférentiel, et le deuxième couloir, donc le traitement alternatif, et pour tous les niveaux de paliers thérapeutiques, on propose les bronchodilatateurs pour le soulagement des symptômes à chaque fois qu'on en a besoin. Et généralement, on commence quand on initie le traitement sur un diagnostic de forte probabilité d'asthme, on initie au palier 2, donc avec des faibles, selon le coût. Comme on préfère le couloir préférentiel, on propose une corticothérapie inhalée à faible dose selon les dernières recommandations en fonction de l'âge, soit isolé, soit seul, soit en association fixe quand on a un enfant de plus de 4 ans qui aurait l'AMM à cet âge. Donc, on va par la suite chercher donc augmenter la pression thérapeutique jusqu'à obtenir un contrôle. Et quand on maintient cette pression thérapeutique pendant 3 à 6 mois et on contrôle sur les 4 dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas garder une même pression thérapeutique si l'enfant est contrôlé, parce qu'il faut revenir par la suite sur la pression thérapeutique la plus basse pour maintenir ce contrôle, pour ne pas tomber dans les effets indésirables du traitement. Donc ça, c'est ce qui est proposé. Donc, à chaque fois, quand on n'a pas de contrôle, il faut toujours vérifier si l'enfant a bien pris le traitement, les technicités. Ça, c'est un petit rappel sur le management de l'asthme de façon générale, pour, s'il n'y a pas de contrôle, pour également discuter le phénotype et les diagnostics différentiels qui pourraient être en rapport avec les symptômes respiratoires. Donc, Gina, elle a cette façon d'évaluer le contrôle, donc sur des questions sur les symptômes diurnes, nocturnes, l'utilisation des bêta-2 mimétiques, les réveils nocturnes, la limitation de l'activité. Alors, bien sûr, on pose la question aux mamans, quand elle répond à la majorité des questions par non, ça veut dire qu'elle est bien contrôlée. Quand elle répond à 2 par non ou par oui, donc il est partiellement contrôlé. Quand elle répond par oui, qu'elle présente tout ça, ça veut dire qu'il n'est pas du tout contrôlé. Et ça, on le fait, comme j'ai dit, après 3 à 6 mois de traitement sur les 4 dernières semaines. Même si là, c'est contrôlé, on vérifie toujours
s'il a des facteurs, même s'il est bien contrôlé, c'est les mois précédents. Mais on doit toujours vérifier s'il y a des facteurs de risque d'exacerbation dans les mois futurs. Donc, on vérifie si l'enfant a acheté le traitement. Donc, le niveau socio-économique est très important. Il est capable d'acheter telle ou telle présentation parce que ce n'est pas la peine d'acheter un traitement qui est cher, qui ne va pas l'utiliser. Et surtout, regardez l'environnement, s'il y a du tabac. Donc, il faut savoir que le tabac, il ne va pas arranger, il ne va pas maintenir le contrôle, et également le niveau le contexte social. Si la maman, si la famille dysfonctionnelle, ça va être très difficile de gérer et de garder le contrôle et d'avoir l'observance thérapeutique sur cet enfant. Donc voilà, pardon. Donc ça, c'était un petit rappel pour le management de l'asthme. Alors, supposons que le traitement de fond a été initié au step 2, au palier 2 de sévérité, et puis il n'a pas été contrôlé, qu'on est obligé de passer au palier 3 ou au palier 4. Donc, c'est les paliers de sévérité. Je proposais comme cas, donc l'asthme chez l'enfant de moins de 5 ans, ce sont des enfants qu'il faut adresser systématiquement à un pneumo-allergopédiatre. Pourquoi? Pour discuter les diagnostics différentiels, pour phénotyper, pour voir est-ce que c'est de l'asthme d'abord allergique ou neutrophilique qui va être corticorésistant, ou bien c'est un asthme qui est difficile à contrôler parce qu'il y a d'autres facteurs sous-jacents. Donc rappelons que notre sujet maintenant c'est l'infection. Donc est-ce que les antibiotiques vont avoir une place dans le contrôle de cet asthme qui n'a pas été contrôlé? Il faut savoir que les antibiotiques ne figurent pas parmi les outils thérapeutiques proposés par toutes les sociétés savantes pour la prise en charge de la maladie asthmatique, sauf dernièrement pour l'asthme sévère ou difficile à contrôler, les macrolides, mais elles doivent être bien sûr utilisées proposées après consultation chez un pneumopédiatre. Voilà. Pourquoi? Parce que les traitements, donc, dans la catégorie de l'asthme difficile à traiter ou de l'asthme sévère, c'est un traitement, c'est une prise en charge qui va être personnalisée. Des études ont été faites sur la base des hypothèses, mais qui les ont validées, c'est que l'infection répétée ou les infections chroniques peuvent contribuer à la progression de la maladie asthmatique via une inflammation persistante, entraînant un remodelage des voies respiratoires. Et de ce fait, les asthmatiques, comme c'est une maladie inflammatoire chronique, ils sont plus susceptibles à développer une infection par le rhinovirus et par l'infection bactérienne invasive. Pourquoi? Par l'altération de l'épithélium respiratoire qui va par la suite, les cellules macrophagiques, ils ne vont pas répondre correctement, ils ne vont pas lutter correctement contre les infections virales par la déficience de sécrétion de l'interféron bêta et gamma. Et bien sûr, ce qui va faire que les virus vont profiter de la situation, vont augmenter leur réplication virale. Donc, est-ce qu'un traitement, qu'est-ce qu'il me reste? Une minute. Est-ce qu'un traitement antibiotique peut être utile en interrompant? C'est le cercle vicieux. Donc, malheureusement, il y a des germes qui profitent de cette altération de la muqueuse, de l'épithélium bronchique, et qui peuvent entraîner de l'inflammation TH2, phénotype TH2, mais surtout l'inflammation neutrophilique qui est corticorésistante. Je parle de la chlamydie pneumonie et surtout de l'hémophilus influenzae. Donc, c'est un asthme qui va être pertinemment corticorésistant malgré un traitement bien conduit. Donc là, on a remarqué que les nouveau-nés à la période néonatale qui sont colonisés par les pneumos et l'hémophilus, surtout le Moraxella catarrhalis, la majorité par la suite vont développer un asthme préscolaire. Ils vont avoir des symptômes, des sifflements persistants. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des enfants préscolaires, on a fait une recherche, on a fait une bronchoscopie avec étude de LBA et on a trouvé qu'ils sont colonisés dans la majorité par des virus, dans la majorité des cas, mais surtout par l'hémophilus influenzae, streptocoque pneumonie et le Moraxella catarrhalis. C'est que le traitement antibiotique des 29 cas, donc pour une longue durée, il a réduit les symptômes d'asthme, de persistance des symptômes. Donc là, je passe sur cette étude. Donc ça, c'est un cas d'un enfant Adam, 2 ans,
et 4 mois, premier bébé à l'âge de 3 mois, donc c'est un asthme nourrisson depuis l'âge de 9 mois qui a été mis sous traitement de fond avec un bon contrôle. Et puis à l'âge de 18 mois, il a commencé à tousser, à garder des sifflements persistants et sur une histoire de pneumopathie récidivante. Donc c'est son scanner, comme vous voyez, c'est une pneumopathie bilatérale. Et la 12 semaines de traitement antibiotique avec l'amoxicilline protégée et les macrolides, regardez, donc vous allez voir, j'ai perdu la radio, la première radio, mais là voilà, regardez sa radio actuelle avec un asthme qui est parfaitement contrôlé. Donc bien sûr, donc, les macrolides, ils ont un effet, action par immunomodulation, c'est pourquoi on les propose dans la majorité des cas, dans certaines pathologies pulmonaires, à raison de 3 doses par semaine, 1 jour sur 2. Donc, en conclusion, il y a des choses à revoir, notamment la nécessité de recommandations précises concernant l'utilisation appropriée des antibiotiques dans le traitement des exacerbations aiguës, nécessité d'études pour les décisions thérapeutiques pour inclure les antibiotiques chez l'asthmatique, nécessité de définir les sous-types et phénotypes et les sous-phénotypes d'asthme chez les patients susceptibles de bénéficier d'un traitement antibiotique pour avoir une prise en charge personnalisée. Ce matin, professeur Azami nous a parlé de l'IA et de l'infection. Et là, certainement, elle aura un grand apport dans la prise en charge de l'asthme non contrôlé, dans lequel on suspecte une infection chronique. Donc, en attendant, le rationnel est de ne pas surutiliser les antibiotiques pour limiter l'émergence des souches bactériennes résistantes. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Dini. C'était vraiment très clair. Et donc là, on n'a que 10 minutes de discussion parce que il faut, après le pause café, il y a le professeur Hida qui doit inaugurer. Il nous a dit à 18h, moi je rentre. Alors donc la première communication sur l'épilepsie. Voilà. Je commence, donc j'ai le micro. Donc je vais insister sur l'association lamotrigine, l'amygdale Sinax avec la dépakine. En fait, c'est l'association qui aggrave le risque. Et moi, personnellement, j'ai eu 4 ou 5 enfants qui étaient en réanimation pendant 1 mois avec des brûlures 2e, 3e degré. Croyez-moi, ça fait très très mal au cœur pour le médecin et pour la famille. Même si vous n'êtes pas de... Donc, moi, sincèrement, dans les absents, je les évite. Donc, je commence par la dépakine. Dans 80% des cas, ça marche. Quand ça ne marche pas, je passe aux arontins. Donc, les parents font de leur mieux pour l'avoir. Donc, la 3e évidence, c'est dépakine plus l'amygdale. Donc, la 2e remarque, c'est dans le cas de l'ancien POX. Donc, diagnostic différentiel avec l'épilepsie la plus fréquente, la plus bénigne, qui est l'épilepsie orlandique. Donc, des fois, ces enfants commencent... On n'arrive pas à poser le diagnostic, surtout au début. Donc, il faut insister sur un test neuropsychologique, pas psychomotricien, mais neuropsychologique d'emblée, parce que le plus souvent, donc, on pose le diagnostic de PR, on est tranquille, mais on commence à avoir la famille qui vient nous dire qu'à l'école, il se détériore, qu'il commence à bégayer, et c'est à partir de là qu'on fait le G de sommeil. Le G sans sommeil ne vaut rien du tout, et c'est là où on trouve le POX. Donc là aussi, il faut passer directement le soutien si on peut l'avoir, donc avant les autres, avant la cortico. Merci. Oustad. Merci, Madame Khabesh. J'ai 2 remarques. Je ne suis pas d'accord. On vous entend pas bien. Pour une fois. Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord avec Khabesh sur la classification. C'est vrai que moi, j'ai une ancienne, mais je suis aussi actuelle. Pour moi, lésionnelle et structurelle, lésionnelle, ça veut dire qu'il y a une épilepsie où il y a une lésion qu'on a mis en évidence par un élément radiologique. La deuxième, une femme gentiment, confraternellement. La deuxième, tu fais allusion effectivement à la neuropsychologie. D'abord, la neuropsychologie, le bilan neuropsychologique, il devient quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut faire actuellement. Sauf qu'il coûte très cher, 3 000 à 4 000, et il n'y a que très peu de neuropsychologues. D'abord, ou l'association d'Yeroum, je crois que tu es invité, comme moi je suis aussi invité. Madame Fatima Boutabib. Absolument, ils se sont bien organisés, c'est très bien.
il faut utiliser ce bilan neuropsychologique. Il est très, très important. Il a son indication dans l'épilepsie de l'enfant. Voilà, merci. Donc, je remercie mes deux maîtres pour les remarques pertinentes. Donc, je reviens juste par rapport à l'association l'amictal et des paquines. Il faut respecter les doses parce que les doses de l'amictal tout seul, ça n'a rien à voir avec les doses de la dépakine. Il faut réduire de un tiers. Enfin, on démarre avec 0,25 mg kilo. Donc, je pense que si on respecte avec, bien sûr, des précautions particulières, parce que l'amictal, ça reste quand même un traitement qui est efficace, qui est mieux toléré. Parce que c'est vrai que la toxidermie... L'Lénox Gasto, on n'a pas d'autre choix, ça marche. Oui, mais Et puis la dépakine en 3 fois, c'est pas en 2 fois. C'est très important pour l'enfant. Surtout ça, parce que c'est surtout l'association tout seul avec l'urbanie, ça n'a rien à voir. Les doses, ils varient de la même façon. Et pour la classification, comme tu sais, chaque année, chaque 2-3 ans, il y a une nouvelle classification, des terminologies qui changent, mais le principe, ça reste lésionnel. Ça veut dire qu'il y a une lésion cérébrale. Exactement, par contre, qui peut ne pas être visible sur une première IRM, qu'on peut l'avoir par la suite. Ou... Exactement. Des questions sur la deuxième communication, s'il vous plaît, pour le micro-pénis. Allez-y. Je tiens à remercier les oratrices pour leur intervention. Et ma question concernant le micropénis, vraiment, constitue une consultation plus fréquente chez le nourrisson, plutôt que chez le grand enfant, l'adolescent. Et ma question, quelle est votre conduite à tenir devant une insensibilité au traitement androgénique? Quelle est votre conduite à tenir? Vous voulez parler du syndrome d'insensibilité aux androgènes ou bien d'insensibilité au traitement médical proposé pour le micropénis? C'est le syndrome ou c'est juste le traitement que vous avez administré et vous voyez que ça ne répond pas bien? Donc le traitement, donc il faut respecter les doses par rapport au traitement. Donc désormais, on a des gels qui sont très très efficaces. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles ici au Maroc. C'est un tube, je ne vais pas dire le nom commercial, qu'on ramène, coûte pas cher. Et c'est des applications nocturnes, généralement quotidiennes, qu'on prescrit, avec des règles d'utilisation. Donc la maman doit se mettre un gant ou un isolant qui ne va pas permettre le passage d'androgène chez elle aussi. D'accord ? Ça peut donner des poils. Là, avec une bonne prescription, avec une bonne application, ça donne de très très bons résultats. Le traitement, il dure 3 mois. Et si nécessaire, on peut reprendre encore une deuxième cure sans problème. Mais généralement, ça marche. Pour le syndrome des insensibilités aux androgènes, le traitement là, c'est encore un peu plus délicat. Et il y a d'autres options thérapeutiques dont je ne vais pas parler. Là aussi, c'est des traitements qui ne sont pas disponibles au Maroc. Ils sont parfois qui sont chers. Intramusculaire. Ce n'est pas un débat, s'il vous plaît. Ça, elle vous a répondu. Parce qu'on a d'autres questions. Question pour le professeur Dini, s'il vous plaît. Pour professeur Dini, en cas d'exacerbation d'asthme avec absence de foyer documenté, est-ce qu'il y a des marqueurs qui sont validés, type CRP, prolaxine, donc pour guider de façon fiable la prescription de l'antibiotique? Merci, M. Madani, pour cette question. En fait, il y a les marqueurs biologiques. D'abord, la numération. Quand on a un début de pneumonie, même ce n'est pas à part, on a toujours des hyperleucocytoses, APN, comme tu le sais. Bien sûr, une fois on hospitalise l'enfant, on fait les autres marqueurs, la CRP, la procalcitonie. Donc voilà. Mais les maladies virales aussi, elles donnent de la fièvre. C'est pour cela qu'on se garde, on nous donne l'antibiothérapie jusqu'à réception des résultats. Dernière question, s'il vous plaît. Puis après la pause. Oui. J'ai 2 remarques un petit peu à faire pour la salle. Première remarque, c'est n'oubliez pas à penser devant une exacerbation d'asthme à une coqueluche. C'est fréquent. Nous avons fait une série sur une bonne centaine d'adolescents qui ont été exacerbés par des coqueluches.
Et si vous avez la chance de la découvrir à la phase catarrhale, vous pouvez donner un antibiotique, ça marche très bien, notamment un macrolide. Deuxième, c'est pour les biomarqueurs. Pour les biomarqueurs, depuis le congrès un petit peu européen de l'asthmologie pédiatrique, ils ont reconnu que les tests rapides ont leur place, notamment les triple tests antigéniques avec les biomarqueurs tels que la CRP, la procalcitonin en combinaison. Ça aide énormément à cibler les malades à qui donner l'antibiotique, à qui ne pas donner. Voilà. Je confirme. Bon, je crois que c'est terminé. On est désolé. Merci beaucoup pour la salle.